Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de votre journal. Nous vous emmènerons ce soir dans les coulisses du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Alors que la 46e édition débute ce vendredi, c'est l'effervescence sous le chapiteau de Fontvieille. Reportage à suivre dans quelques instants. Matinée savoureuse pour des écoliers de la Principauté. Ils ont pu éveiller leurs papilles à l'occasion de la 28e édition de la journée du goût et des saveurs. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la disparition de Roland Courbis, figure emblématique du football passé par l'AS Monaco. Puis nous évoquerons les 20 ans de l'Institut monégasque de médecine et de chirurgie du sport. Le directeur de l'IM2S, Thierry Loirac, sera notre invité. Et à la fin de ce journal, quelques notes de musique avec le premier concert de l'année de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le compte à rebours est lancé. C'est vendredi que débutera l'édition 2026 du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Mais sous le chapiteau de Fontvieille, c'est déjà l'effervescence. Les artistes foulent la piste depuis ce week-end et les répétitions vont se poursuivre jusqu'à jeudi à un rythme soutenu. Une équipe de Monaco Info s'est glissée en coulisses. Le reportage de Patricia Navarro et Alexandra Paolini. Sous le chapiteau de Fontvieille, il y a les petits nouveaux, ceux qui ouvrent de grands yeux et mesurent la chance d'être là pour la première fois. Il y a aussi les habitués, les régisseurs, les techniciens, tous ceux qui entourent les artistes et leur permettent de livrer le meilleur numéro. Et puis il y a les anciens, ceux qui sont déjà venus se produire ici et qui seront accompagnés par la nouvelle génération. Regarde, sa photo, c'était fait en 1980, ici. Et le clown qu'il y a là derrière, c'est mon papa. Oui, je suis la 5e génération. Mes enfants 6e et mes petits-enfants s'appellent Charlie et Maxime. C'est la 6e. Tout le monde est inclus dedans. Seulement, il n'y a pas beaucoup qui l'ont sorti. Pour nous, les artistes, ce festival, c'est l'Oscar de Hollywood. Oui, tout le monde veut gagner. Mais c'est pas tout le gagner, c'est participer. Bon public, Tony assiste aux répétitions de ses amis de la grande famille du cirque. Il s'est assis à quelques mètres de la princesse Stéphanie qui suit toutes les répétitions de numéros et supervise avec son équipe la mise en place des spectacles de compétition qui seront proposés jusqu'aux délibérations du jury dimanche soir. Rien n'est laissé au hasard, qu'il s'agisse de la sécurité des artistes ou de la fluidité des numéros. C'est tout, c'est la présentation, c'est la lumière, c'est l'atmosphère. Les derniers saluts, les compliments, les annonces, tout doit être un peu synchronisé comme il faut, quoi. On a fini par les saluts, vous avez vu, parce que ce sont 3 jeunes qui n'ont pas encore vraiment l'expérience du gros public qu'il y a ici. Alors pour les aider, on leur dit comment prendre le salut, comment descendre, comment se donner vers le public, les compliments, comment devaient être. Ils sont tellement concentrés des fois qu'à la fin, même si elles sont très contentes, elles oublient de sourire, elles sont encore dans leur truc. Ils disent non, à ce moment-là, le salut, c'est la récompense. Vous devez sourire, vous devez être contente, allez vers le public et faites-leur voir que vous êtes contente et que vous avez... c'est la récompense à ce moment-là. Et le plus le public voit que vous êtes contente à ce moment-là, ça va se transmettre. Et là, les applaudissements et le succès, et le double naturellement. Et cette année, il y a fort à parier que cette jeune artiste va faire parler d'elle. Angelina est la fille d'une famille qui s'est illustrée à plusieurs reprises au Festival international du cirque, la famille Richter. À 20 ans, elle va proposer l'un des exercices équestres les plus difficiles et les plus spectaculaires, intitulé la poste. Debout sur ses 2 chevaux, elle laissera passer entre ses jambes une vingtaine d'autres chevaux, tenant toutes les brides d'une seule main à la force du poignet, des chevaux qu'elle cajole en coulisses dans la ménagerie du festival. It's an amazing experience for me and I've been dreaming about this since I was a baby actually. So it's amazing and I still can't believe it that I'm here. Today I had my first real general rehearsal and it was magical with the princess there and I was so excited about it that I was watching at her mostly and not at my horses. But yeah, it's an amazing experience and I'm so happy and glad to be here and everything is just so beautiful. It seems like it's not real.
And I'm so happy that my horses are here with me and I can experience this together with them. Pour Angelina et les autres artistes du festival, le grand rendez-vous sera vendredi soir avec l'ouverture et le premier spectacle de sélection. D'ici là, il va falloir répéter et répéter encore pour que ces artistes venus de cirques et d'horizons différents proposent un spectacle uniforme, comme s'ils se produisaient ensemble depuis longtemps déjà. Et demain, nous vous proposerons une nouvelle immersion au Festival international du cirque de Monte-Carlo qui débute donc ce vendredi. Éveiller les papilles des plus jeunes et leur transmettre le plaisir du bien manger. C'est le but de la journée du goût et des saveurs organisée chaque année en Principauté. La noix de coco et la patate douce étaient les aliments stars de cette 28e édition. 2 aliments que des élèves de CE1 et de CE2 de Monaco ont pu découvrir sous différentes recettes. Le reportage appétissant de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Des élèves de CE1 et CE2 des différents établissements scolaires de la Principauté se sont retrouvés ce lundi matin à 8h dans la salle Belle Époque de l'Hôtel Hermitage pour participer à la présentation de cette journée sous l'égide de l'association Monaco Goût et Saveurs. Cette année, 2 aliments bien particuliers sont mis en avant, la noix de coco et la patate douce. L'objectif de la semaine du goût, c'est tout particulièrement pour les enfants, pour les initier au goût, aux saveurs. Voilà, pour eux, je trouve ça très important que dans les classes, on fasse ça pour les initier à tout ça. Lors de ce petit déjeuner, des financiers à la patate douce et un mini cupcake à la noix de coco étaient à la dégustation. Alors c'est vraiment bon. On dirait une mini tarte. C'est magnifique. J'adore, c'est trop bon. À l'issue de ce petit déjeuner, comme chaque année, 17 chefs se sont rendus ensuite dans les classes de CE2 pour faire découvrir ces nouvelles saveurs. Direction pour nous, une des classes de CE2 de FANB. Nous avons la chance cette année d'avoir noix de coco et patates douces, donc de pouvoir leur montrer qu'on travaille en salé, en sucré, en soupe, en gâteau, donc de leur faire découvrir ou redécouvrir des choses qui peut-être ne mangeraient pas dans le quotidien. À la dégustation de l'eau de coco, une soupe de noix de coco et patates douces, des chips de patates douces et en dessert, un muffin avec les 2 ingrédients réunis. Une matinée qui a eu du succès. On a aimé le gâteau, les chips à la patate douce. On a la route et la soupe et l'eau à la noix de coco. J'ai adoré la soupe, ça m'a fait découvrir des nouvelles choses. L'eau de coco, je me suis dit qu'est-ce que ça allait être, mais pour finir, j'étais super contente de goûter ça. L'objectif de cette journée de goût et saveur était de faire découvrir de nouveaux aliments. Au vu de l'engouement des élèves, le pari semble réussi. Dans le reste de l'actualité, nous avons appris aujourd'hui la disparition de Roland Courbis, figure emblématique du football français. Roland Courbis avait porté le maillot de l'AS Monaco de 1977 à 1982. Il avait remporté avec les Rouges et Blancs 2 titres de champion de France en 1978 et en 1982 et une Coupe de France en 1980. Il avait d'ailleurs été honoré en septembre 2024 à l'occasion du centenaire du club. L'ancien défenseur central aura marqué l'histoire de nombreux clubs en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. À l'Olympique de Marseille, par exemple, depuis 2005, il était consultant pour RMC. Roland Courbis s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 72 ans. En tennis, Valentin Vachereau s'est qualifié pour les 8e de finale du tournoi d'Adélaïde. Il s'est imposé en 2-7 face au Serbe Kecmanovic, 7-6, 6-3. Au prochain tour, Valentin Vachereau sera opposé à l'Australien Kokkinakis, qui jouera donc à domicile. Sport toujours avec de l'escrime et le tournoi international d'épée de Monaco. Ce rendez-vous incontournable du circuit européen aura réuni un plateau d'exception à l'espace Saint-Antoine. Des femmes et des hommes que Sarah Inkari et Lionel Bernardi ont suivis au cours de cette compétition. Regardez. 115 femmes et 51 hommes, mais seule une escrimeuse et un escrimeur remportera la récompense tant convoitée, la coupe de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Dimanche, la finale de l'épreuve nationale senior dames opposait 2 Françaises, Mélissa Gorham et Emma Lovray. Après un assaut serré, cri de joie pour celle qui a évolué en équipe de France et qui revient plus en forme que jamais après une grossesse et une blessure.
Je suis vraiment contente. J'ai eu pas mal de péripéties. Je reviens un peu de loin, donc je suis vraiment contente d'avoir gagné cette compète. Et j'aime beaucoup Monaco. C'est une compète que je fais depuis que j'ai 18 ans et j'ai toujours eu des bonnes ondes ici. Je l'ai gagnée, j'ai fait des podiums et je suis super contente. Ça se voit. Le public est venu en nombre pour soutenir les épéistes et en particulier Dylan Tabouzo. À la 24e place du classement homme, il signe la meilleure performance monégasque. Un résultat plutôt correct parce qu'il y avait des très bons tireurs pour cette édition, des tireurs du monde entier, même du continent d'Afrique. On va peut-être l'envoyer à Dijon pour faire une épreuve nationale. Pour voir un peu, parce que là pour le moment il a fait que des régionaux et tout ça, mais voilà, il commence à avoir quelques résultats et fait des victoires, donc oui, c'est encourageant. Pour l'heure, c'est Dario Raimondini qui s'est imposé 15 touches à 6 face à Davide Toro dans une finale du tournoi Senior Homme 100% italienne. Sicuramente è un torneo molto importante e è la prima volta che vengo a farlo, non ero mai venuto perché è sempre insieme ad altre gare che abbiamo in Italia, quindi è un po' difficile, ma sono davvero molto felice di come è andata la giornata sia ieri che oggi ed è finita nel migliore dei modi, ecco. Un rendez-vous qui offre une confrontation directe entre l'expérience et la relève internationale et qui prouve l'intérêt de la discipline en principauté. L'escrime a connu un boom après les Jeux Olympiques de Paris. C'est un établissement de référence en principauté. L'Institut monégasque de médecine et de chirurgie du sport fête ses 20 ans. C'est le 16 décembre 2005 exactement que cette clinique a été inaugurée par le prince Albert II. Aujourd'hui, elle représente une équipe pluridisciplinaire de plus de 40 spécialistes. Avant de recevoir son directeur Thierry Loirac, je vous propose d'écouter les propos du ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Il est au micro d'Alban Gingembre. C'est un établissement qui en fait est complémentaire du CHPG, qui permet de rendre énormément de services, qui assure une part importante de cette activité de traumatologie et d'orthopédie et qui a une spécificité supplémentaire puisqu'en réalité, initialement, il avait été créé avec pour vocation de développer la prise en charge en orthopédie et en traumatologie des sportifs de haut niveau. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure qualité de soins en premier lieu, bien sûr, pour nos résidents, mais aussi pour accueillir, comme on le fait d'ailleurs habituellement, une proportion très importante de patients qui résident dans les communes limitrophes ou dans les Alpes-Maritimes, ce qui nous permet d'avoir une expertise importante, puisqu'on le sait, en médecine en particulier et également en chirurgie, finalement c'est la quantité de patients traités qui permet d'améliorer la qualité du service rendu. En 20 ans, l'IM2S a tenu toutes ses promesses en évoluant avec la science et la technologie. Pour évoquer cet anniversaire, son directeur Thierry Loirac est notre invité ce soir. Il est interrogé par Théo Schumer. Bonsoir Thierry Loirac. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info et bon anniversaire à la clinique. Alors un peu d'histoire avant toute chose, ça fait pas de mal. À l'origine, pourquoi et comment l'Institut monégasque de médecine et de chirurgie du sport avait-il été créé en 2006 ? La clinique a été créée, comme vous l'avez rappelé, il y a tout juste 20 ans, à l'initiative du docteur Philippe Balerio, donc chirurgien orthopédique monégasque. Et l'objectif était de répondre aux besoins des sportifs professionnels ou amateurs, je le précise, en s'appuyant sur des techniques innovantes et une organisation très réactive. Pour ce qui est des urgences, comment fonctionnent-elles et qui peut en bénéficier ? Concernant ce que l'on appelle les urgences, qui sont des consultations immédiates d'orthopédie, la différence c'est qu'elles sont ouvertes en journée, pas le soir, donc, mais par contre 7 jours sur 7, de 8h à 19h30. Ces consultations immédiates sont en forte augmentation puisque depuis 3 ans, nous constatons une augmentation de 30% chaque année de l'activité de ce service de consultation immédiate. Elles sont assurées par des médecins urgentistes qui, au-delà de leur qualification première, permettent d'établir un diagnostic très rapidement et avec l'aide de nos amis du CISM qui assurent les examens d'imagerie, nous pouvons avoir un diagnostic et une orientation très rapide des patients qui se présentent ici en principauté.
Et justement, vous parlez de technologie, d'imagerie. Thierry Lorac, 20 ans après sa fondation, quelles sont justement les dernières technologies de pointe dont bénéficie l'établissement en matière de services, d'offres ? Alors, nous avons franchi une étape très importante en cette fin d'année 2025 avec l'arrivée dans notre établissement de la chirurgie robotisée et l'implantation donc du premier robot chirurgical ici à la clinique à l'IM2S. Cette technique offerte à tous les praticiens de l'IM2S permet d'avoir une chirurgie moins invasive, une récupération plus rapide pour les patients et cette innovation majeure, je tiens à le dire, n'aurait pas été possible sans la participation d'un mécène qui nous permet d'assurer le fonctionnement de ce matériel. Nous avons souhaité que cette inauguration du robot chirurgical à la clinique IM2S soit diffusée et relayée. Nous avons eu l'honneur, en cette fin d'année 2025, d'accueillir le souverain dans nos locaux le jour donc, de l'inauguration du robot. L'objectif reste toujours le même, c'est mettre la meilleure technologie au service du patient et de la qualité des soins. D'où viennent les professionnels maintenant qui exercent à la clinique et comment s'effectue leur recrutement ? Nous avons deux types de professionnels dans l'établissement. D'abord, les médecins et les chirurgiens. Ce sont des professionnels libéraux, ils ne sont pas salariés de la clinique. Ils proviennent tous de grands centres hospitaliers ou de structures reconnues en orthopédie et traumatologie. Moi, je pense que leur recrutement repose avant tout sur l'excellence médicale, l'expérience, mais aussi pour eux l'adhésion à un projet collectif, travailler en équipe, dans une structure exigeante, certes, au service d'une prise en charge rapide et de qualité pour les patients. Nous avons beaucoup de spécialistes éminents en médecine du sport qui sont ici à l'IM2S et qui travaillent de façon très suivie avec un certain nombre de structures sportives. Et ça, c'est important et nous souhaitons le développer. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dans nos projets à venir. Pour ce qui est des professionnels paramédicaux, salariés, eux, de la clinique, nous accueillons des étudiants des écoles de formation, c'est important. Ça leur permet de venir voir ici à l'IM2S comment nous travaillons et peut-être de nous rejoindre à la fin de leur cursus de formation. Et puis, je dirais, en étant ici en principauté, je me plais à le rappeler, nous participons aussi tous les ans au forum de l'emploi qui va bientôt avoir lieu en février au Grimaldi Forum, et c'est vrai que c'est l'occasion pour nous de rencontrer en direct des professionnels intéressés donc pour nous rejoindre et je dirais nous recevons au fil de l'eau aussi un certain nombre de candidatures et le bouche à oreille fait aussi le reste en termes je dirais de recrutement et de connaissance de la qualité de la prise en charge ici à la clinique. Et oui, vous commencez déjà à parler d'avenir, justement, vous en parliez avant. Comment les entrevoyez-vous ces années à venir ? Quelles prévisions, quels projets ou changements ? Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus dans le détail ? Sur le plan chirurgical, nous anticipons justement une forte augmentation de notre activité dans les 3 prochaines années. Parce que nous recrutons des chirurgiens supplémentaires, parce que nous comptons sur je dirais, un apport en termes d'équipement que nous renouvelons, parce que nous comptons aussi sur les patients supplémentaires qui pourront venir attirés par la chirurgie robotisée ici à la clinique. Notre projet repose sur 3 piliers et on les a évoqués. La médecine, la chirurgie orthopédique, bien sûr, la médecine du sport et nos consultations immédiates. 3 piliers qui montrent que finalement la clinique a su évoluer sans perdre son identité,
avec une expertise vraiment issue de la médecine et de la chirurgie du sport, une ouverture à tous les publics, et un accès et un investissement constant, depuis 20 ans, au service de l'excellence en principauté. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions poursuivre dans les meilleures conditions et nous en donnons les moyens pour les prochaines années à venir, et que l'IM2S, qui fête aujourd'hui ses 20 ans, puisse fêter dans les prochaines années bien d'autres anniversaires. Et voilà. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Loirac, directeur de l'IM2S, d'avoir été avec nous sur Monaco Info à l'occasion des 20 ans de la clinique. Je vous remercie. Premier concert de l'année pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'ensemble était de retour sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 dimanche pour un moment avec 2 invités exceptionnels. Le chef d'orchestre Emmanuel Tchénavorian et la violoniste Lilia Petrova. José Sacré vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Alexandra Paolini. La danse du sabre, extraite de Gayane d'Aram Khachaturian, idéale pour ouvrir le premier concert symphonique de l'année 2026 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Soliste de ce concert, la jeune violoniste bulgare Lia Petrova. Elle a interprété le concerto pour violon numéro 1 en ré majeur opus 19 de Serge Prokofiev sous la direction d'Emmanuel Tchénavorian. On a eu beaucoup de bons moments déjà avec l'orchestre et avec le chef avant le concert parce qu'on a bien travaillé, mais vraiment le moment sur scène, il y a vraiment eu un échange d'énergie et d'émotions entre nous, la musique et le public que j'ai ressenti, j'espère que vous aussi. Ce soir, vous jouez quel violon ? Ce soir, je joue sur le Stradivarius de 1721 que j'ai depuis seulement quelques semaines. C'est tout nouveau, mais je le découvre et je trouve qu'il va très bien avec ce morceau. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous. C'est vraiment un instrument incroyable, ça fait une très grande différence, absolument. Ça me porte de la musique, mais aussi on a l'impression que ça donne des ailes, ça donne une force. C'est une grande inspiration aussi au moment de concert, quand on a un instrument comme ça dans les mains. Ça peut changer beaucoup de choses, pas seulement pour le public, mais aussi pour l'interprète. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vendredi 16 janvier à 19h30, un concert de musique de chambre avec notamment Pablo Ferrandez, l'artiste en résidence cette année avec l'Orchestre Philharmonique. Une exposition à découvrir à présent du côté de l'écoquartier Maritera. Une nouvelle galerie d'art a ouvert ses portes depuis quelques semaines. Elle propose une sélection de divers artistes et notamment du maître du surréalisme Salvador Dali. Visite de ce nouveau lieu culturel avec Alexandra Pani et Thomas Deus. Elle a ouvert juste avant Noël sur les quais du Petit Portier de Maritera. L'Art Univers invite les amoureux d'art et les simples curieux à pousser les portes de sa galerie monégasque. Ici, l'objectif est de venir au plus près des œuvres. Actuellement, 6 artistes sont à l'honneur, dont le génie catalan Salvador Dali. C'est toutes des œuvres originales de Salvador Dali. Donc le groupe de Dali Universe, en fait, qui représente les droits de Dali, a été créé par monsieur Benjamin Lévy, qui a connu personnellement monsieur Dali dans les années 60, et c'est pour ça qu'il a une très grande collection et qu'il a la possibilité de faire tous ces originaux de Dali. Les lithos également sont originales. En fait, même s'il y a des séries qui ont été produites, elles ont toutes été signées de la main du maître parce qu'elles ont été faites avant les années 80.
L'on retrouve les œuvres phares de l'artiste en différents formats, les animaux, les éléphants échassiers et les montres molles. Mais une œuvre en particulier attire notre attention, c'est la pièce maîtresse de cette exposition, une imposante huile sur toile réalisée par Dali en 1962. Il a lui-même créé le cadre également, ainsi que la lumière. Donc cette toile s'appelle le Twist en el Studio de Velázquez. Dali avait vraiment une adoration pour Velázquez et dans ce tableau, vous voyez au centre, il a peint Velázquez qui monte des marches d'escalier et qui regarde dans cette salle de bal. Par coïncidence, en fait, lorsque le tableau a été exposé en Chine, ils ont eu un problème électrique et les lumières se sont mises à clignoter. Et ils ont décidé, le maître a décidé de garder ça comme ça rendait beaucoup plus vivant son tableau. Que vous soyez collectionneur d'art ou amateur de jolies pièces, n'hésitez pas à pousser les portes de cette nouvelle galerie à Mare Terra, qui deviendra bientôt un incontournable de la scène artistique en principauté. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de Sarah Inkari, suivi des experts basket avec Frédéric Hélion et Ali Traoré. On referme cette édition avec cet hommage à Roland Courbis, disparu aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Celui qui a porté le maillot de l'AS Monaco de 1977 à 1982 était venu en 2024 célébrer le centenaire du club. Nos photographes Stéphane Dana et Manuel Vitali vous font revivre ce moment. Passez une belle soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel devrait s'assombrir. De nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Voilà le programme de la journée. Concernant les températures, elles remontent de quelques degrés. 9 degrés au lever du jour et jusqu'à 14 dans l'après-midi. Très agréable pour un mois de janvier. Ce mardi, nous aurons une petite pensée pour les Yvette, un prénom très en vogue dans les années 30. Passez une excellente soirée avec nous sur Monaco Info.